Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 14e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Lecornu, ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans moins de 2 mois, le 15 mars exactement, auront lieu les élections municipales. En tant que ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales, pensez-vous qu'il y aura, comme certains le disent, des communes sans candidat ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, en tant que ministre en charge des collectivités territoriales, mais aussi peut-être en tant qu'ancien maire, on sait très bien qu'on a une crise de l'engagement qui est très importante dans notre pays. C'est plus compliqué aujourd'hui de trouver des concitoyens pour s'engager sur des listes dans ces élections municipales, singulièrement d'ailleurs dans les communes rurales. On sait très bien que le bénévolat, c'est quelque chose qui est gratuit pour les autres, mais rarement gratuit pour soi-même. Si on est honnête, c'est plus compliqué de trouver des réservistes dans les armées ou dans la gendarmerie qu'auparavant. C'est plus compliqué de trouver des sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui qu'auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a cette crise de l'engagement. Après, il faut être prudent parce que, vous voyez, dans mon département de l'Eure, on disait que pratiquement un maire sur 2 ne se représenterait pas. Et au final, on voit qu'au fur et à mesure où les cérémonies de vœux s'égrènent tout au long du mois de janvier, les maires finissent par repartir. Donc on est, au moment où je vous parle, pour parler de ce que je connais bien, le département de l'Eure, un tiers des maires ne se représentent pas. C'était globalement à peu près la même proportion lors des dernières élections municipales et celles d'avant. Et des informations que je peux avoir, notamment qui remontent par les préfectures ou par les associations d'élus, on voit que globalement on est sur ce rapport un tiers, 2 tiers, un tiers qui ne se représente pas et 2 tiers qui se représentent. Alors, lors du grand débat national, les maires ont exprimé un certain mal-être. Pouvez-vous nous résumer ce que vous en avez retenu de vos échanges avec eux et comment expliquer finalement les difficultés que rencontrent les maires ? Alors, je crois qu'il y a 3 sentiments qu'on a pu entendre dans ce grand débat. Le premier sentiment, c'est plus compliqué d'être maire ou d'être adjoint au maire ou d'être conseiller municipal aujourd'hui qu'avant. Là aussi, je pense qu'il faut le remettre un peu en perspective. C'est plus compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est plus compliqué d'être agriculteur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est plus compliqué de présider une association aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Tout simplement parce qu'il y a un champ normatif important qui s'applique. Alors les normes, elles ne sont pas forcément faites pour enquiquiner celles et ceux qui s'engagent. Enfin, bien souvent, elles traduisent aussi des attentes de la population, de nos concitoyens, des attentes sociétales qui fait que notre monde est, par certains aspects, malheureusement, de plus en plus réglementé. Donc en fait, il faut simplifier. Dans un monde compliqué, il faut donc simplifier. Mais culturellement, en France, simplifier, c'est quelque chose de compliqué. Donc on y reviendra sans doute avec le projet de loi que j'ai porté l'année dernière au Parlement. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de dépossession. Et ça, c'était très clair pendant le grand débat. Les maires nous disent « moi, je veux bien me faire engueuler pour ce que j'ai décidé ». C'est quand même plus compliqué de se faire engueuler pour ce qu'on n'a pas décidé. C'est toute la relation à l'intercommunalité, c'est la relation grandes régions, grandes intercommunalités. Il faut dire aussi qu'il y a eu un peu le goût du gigantisme ces dernières années, les grands cantons, les grandes intercos, les grandes régions. Et parfois le maire, chef de sa commune, en tout cas avec le conseil municipal, s'est retrouvé un peu dilué, dépossédé dans sa prise de décision. Puis le troisième sentiment, sans doute celui-ci est beaucoup plus aigu, c'est le sentiment de protection. Le sentiment qu'on va être en danger, soit en danger juridiquement, soit en danger dans son engagement. Puis on l'a bien vu avec la disparition tragique du maire de Signes au mois d'août dernier, Jean-Mathieu Michel, aussi être victime potentiellement d'une agression ou d'une violence. Donc si on devait rappeler ces 3 sentiments, c'est plus compliqué qu'avant d'être maire. J'ai l'impression de parfois être en situation de me faire malmener par mes concitoyens pour des décisions que je n'ai pas prises. Et en plus, je peux potentiellement être en danger. En tout cas, j'ai un besoin de protection dans mon engagement. Alors, vous venez d'en parler. Vous avez, pour remédier à cette situation que subissent les maires, fait voter la loi Engagement et Proximité, qui a été promulguée le 27 décembre. Pouvez-vous nous expliquer à quoi elle sert concrètement ? Quelles sont les solutions qu'elle propose ? C'est la première grande loi, d'ailleurs, qui est issue du grand débat. Quand le président de la République qui clôture le grand débat, il fait une conférence de presse et il dit la chose suivante: on a eu besoin des maires pour organiser le grand débat national. Il faut désormais que le grand débat soit utile aux maires. Et donc c'est comme cela qu'est venu ce projet de loi. Pour être honnête avec vous, on aurait quand même commis une petite loi, quoi qu'il arrivait, parce que nous étions engagés avec Jacqueline Gourault à corriger la loi NOTRe. Donc il fallait corriger cette loi, qui est une loi du quinquennat précédent, qui a fait beaucoup de mal dans les différents territoires et sur lesquels il fallait apporter des correctifs. Mais c'est vrai que nous sommes allés plus loin grâce à ce grand débat et à toutes les contributions qui ont pu être faites ici ou là. Alors la loi, elle fait une centaine d'articles, je ne peux pas la résumer en quelques minutes. Évidemment, elle répond aux 3 sentiments dont je vous parlais il y a quelques instants. On vient essayer de simplifier, on vient essayer de supprimer un certain nombre de normes. On réinvente aussi un État qui accompagne
les élus locaux plutôt qu'un État qui contrôle, avec un certain nombre de mesures d'assouplissement de seuil, avec le rescrit normatif. Enfin, une fois de plus, je ne peux pas citer, il y en aurait des dizaines donc, de mesures d'assouplissement. Il y a évidemment une relation nouvelle à l'intercommunalité. L'intercommunalité est un outil au service des communes et non pas l'inverse. Un établissement public de coopération intercommunale, c'est fait pour faire travailler les communes ensemble, c'est fait pour mutualiser les coûts, c'est fait pour mutualiser aussi les opportunités de projet. C'est pas fait pour écraser la commune, le maire et le conseil municipal. On a pris un certain nombre de mesures qui remettent un tout petit peu la commune au cœur du conseil communautaire, au cœur de l'intercommunalité. Puis bien sûr, pour la première fois, des mesures importantes qui viennent commencer à structurer un statut de l'élu. Ça fait des années qu'on en parle, des choses avaient pu être faites d'ailleurs dans le passé, il faut le reconnaître. C'est la première fois qu'on consacre autant d'articles de loi aux maires sur l'engagement, sur les frais de garde, sur la question des indemnités, sur la question de la formation, on y reviendra sans doute. En tout cas, cette loi, elle fait système, elle se consacre quasiment exclusivement au bloc communal. Il n'y a pas une contrainte nouvelle, il n'y a pas une norme nouvelle dans cette loi. 1000 amendements au Sénat, 1000 amendements en commission des lois à l'Assemblée, 1000 amendements dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, commission mixte paritaire, c'est une loi qui est dense, comme souvent les lois territoriales, elles peuvent être bavardes. Néanmoins, on a réussi à tenir ce cap d'une loi qui est pleine de bon sens, assez pragmatique, et qui d'ailleurs a largement balayé les clivages politiques traditionnels. Et alors, comment vous avez fait pour bâtir finalement cette loi? Est-ce que vous avez consulté? Est-ce que c'est que des échanges avec des maires ou autre chose? Alors, 96 heures de grand débat entre le président de la République et les maires, ça fait une matière première importante de problèmes à régler et de propositions concrètes à introduire dans la loi. J'ai vraiment aussi opté pour la confiance avec tous les groupes parlementaires, y compris l'opposition. Je suis allé voir chaque président de groupe en leur disant, voilà, quelles sont vos propositions en la matière. J'ai essayé de bâtir cette loi comme un élu local, comme un maire le ferait dans son conseil municipal. Et donc on a réussi à cheminer. Alors évidemment, après, il y a toujours un jeu politique, mais après tout, nous, marcheurs, on est assez tranquille sur ces aspects parce qu'on n'est pas du tout tributaire de décisions qui sont prises dans le passé. Je parlais de la loi NOTRe tout à l'heure. La loi NOTRe, elle a été votée par la droite au Sénat. Ça a été parfois oublié. C'est une loi qui a été portée par François Hollande, enfin votée par la droite sénatoriale. Nous, on arrive avec l'humilité de juste corriger ce qui ne va pas. Cette approche pragmatique, évidemment, elle a permis de bâtir un consensus politique très large autour de la loi. Alors, notre mouvement, La République En Marche, a lancé un appel à l'engagement nommé « La République, c'est vous ». Pour encourager les citoyens à se présenter aux élections, comment redonner envie, selon vous, de s'engager en politique? Déjà en parlant correctement, déjà en laissant la place aussi à celles et ceux qui ont été écartés de cela. Moi, j'ai été élu maire à 27 ans. Croyez-moi, personne ne m'a fait de la place, j'ai dû aller la chercher. Et donc, je pense que s'il y a une crise de l'engagement, c'est aussi parce que pendant trop longtemps, on a tenu et mis de côté les jeunes, les femmes, les personnes qui sont parfois plus en distance avec des études classiques sur lesquelles on se dit c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas fait les études pour être maire. Il n'y a pas d'études pour être maire, il suffit tout simplement d'aimer sa commune. Il s'agit d'avoir des projets, il s'agit d'avoir l'humilité d'écouter ses concitoyens, être honnête, parce que je reste persuadé que l'honnêteté reste quand même la valeur cardinale autour desquelles justement nos représentants doivent, tous celles et ceux qui font la démocratie représentative doivent être des garants importants de cela. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'article de loi à prendre qui recréera le goût de l'engagement, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension éducative. Mais si on en croit la Constitution, les partis politiques participent très directement à l'animation démocratique du pays. Et donc, ce que font et Stanislas Guerini, Pierre Persson et l'ensemble des équipes ici En Marche participent à cela. Il faut redonner envie, comme Emmanuel Macron d'ailleurs a redonné envie à un certain nombre de personnes très éloignées de la politique de s'engager. Il ne faut pas perdre de vue cette affaire. Alors, on entend beaucoup parler du sujet des listes communautaires pour les municipales. Pouvez-vous nous expliquer quel danger elles représentent et est-ce que vous êtes favorable à ce qu'elles soient interdites? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la question des listes communautaires telles qu'une partie de la droite agite ce spectre-là pour faire de la politique, ce qui ne doit pas nous amener à nier qu'il peut y avoir des dérives communautaristes dans le pays. En clair, d'estimer qu'une loi religieuse serait supérieure à la loi de la République ou avoir le risque que certains élus locaux organisent des petites sécessions républicaines, en tout cas des sécessions avec la République, dans la manière de rendre le service public de proximité ou de traiter un certain nombre de nos concitoyens en les discriminant en fonction de critères qui seraient religieux. Ça ne faut pas être naïf, on sait très très bien que parfois, dans les campagnes électorales, certains candidats ou certains maires sortants, peu importe, peuvent être tentés de flatter ce vote communautaire. Et donc la première des réponses, c'est
un combat politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Stanislas Guérini, on a signé cette tribune dimanche dernier dans le JDD en disant, avant déjà de répondre sur le terrain du droit, et nous allons répondre sur le terrain du droit, hein, mais avant cela, nous avons déjà un rôle politique à jouer. Le premier des combats contre le Rassemblement national ou le Front national, historiquement, c'est un combat politique. Celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec la République ou qui veulent contrarier notre modèle républicain, on doit déjà faire en sorte qu'ils restent minoritaires dans les urnes. Et nous qui sommes des militants politiques, qui aimons la politique, qui nous sommes engagés, on ne doit pas démissionner et désespérer de ce combat politique. Ensuite, faut commencer à regarder effectivement de près le jour où un maire, un adjoint au maire, commence à détourner son pouvoir de police, commence à organiser un service public municipal sur des critères discriminants, comme je le disais, ou qui tendraient à faire passer la loi de la République derrière une loi religieuse. Là, il faut qu'on soit en situation d'intervenir. Le président de la République fera des annonces prochainement sur ce sujet. Là aussi, il faut le faire calmement. Ce n'est pas un problème de gauche, ce n'est pas un problème de droite. C'est le fait d'être républicain et de croire à notre modèle. Merci. Alors, on a des questions des internautes. On nous demande s'il y a des mesures de prévues, qui existent déjà ou dans votre loi, pour que les maires de différentes communes puissent mieux coopérer entre eux. Ah oui, alors il y a deux pistes là-dessus. Il y a évidemment refaire fonctionner l'intercommunalité, parce que depuis les lois Chevènement, dont on fête les 20 ans cette année, ça reste quand même l'intercommunalité qui permet de créer un partenariat de travail entre les différentes communes. Et les outils liés aux communes nouvelles, alors c'est plus que du partenariat, parce que ce sont des communes qui décident de fusionner. Je rappelle que l'État n'oblige jamais les fusions de communes, ce sont toujours des décisions des conseils municipaux concernés. Puis ensuite, le troisième champ, ce sont les mutualisations. Et là, c'est vrai qu'on est en train de mettre en place un certain nombre de dispositions qui permettent de faire des achats groupés, de la commande publique groupée, qui permet de faire, par exemple, diminuer un certain nombre de coûts. Avec Christophe Castaner et Laurent Nunez, on travaille aussi sur la mutualisation des polices municipales et des gardes champêtres. Donc oui, le respect de l'entité communale, c'est pas pour autant le fait de ne pas créer de vraies synergies et de vraies collaborations territoriales. Et en cela, d'ailleurs, historiquement, il y a les syndicats qui existent. Parfois, ils ont une mauvaise presse parce que certains syndicats n'avaient pas forcément de raison d'être, des syndicats de communes. Enfin, force est de constater qu'un syndicat, un CIVOS par exemple, pour faire tourner une école sur plusieurs communes, c'est quelque chose qui est robuste, qui fonctionne bien et qui connaît son succès. Alors, on nous demande aussi si la suppression de la taxe d'habitation a un impact sur le budget des communes. Non, même si nos opposants ont un malin plaisir à aller introduire le doute chez nos concitoyens et souvent chez les élus locaux. On l'a bien vu d'ailleurs en 2017, certains de nos opposants disaient « mais vous allez voir, les maires et les communes vont perdre des ressources ». On a fait le dégrèvement, c'est-à-dire qu'en clair, l'État s'est substitué aux contribuables. Et donc, c'est l'État qui a versé cette part sur les économies, que l'État faisait par ailleurs, cette part de taxe d'habitation que nous rendions à 80% de nos concitoyens. Puis ensuite, vous le savez, on ira jusqu'à 100% de suppression de la taxe d'habitation. Puis là, on rentre dans la phase nouvelle cette année, c'est qu'on a revu, on a fait une vraie réforme de la fiscalité locale. On a décidé de prendre toute la taxe foncière, qui est un impôt local, et de le descendre sur le bloc communal, la commune et l'intercommunalité. Si la commune touchait 1 euro de taxe d'habitation, eh bien, elle aura en face, dans ses recettes de fonctionnement, 1 euro de taxe foncière. On a bâti le dispositif pour que, justement, non seulement on soit sur une suppression d'un instrument fiscal important et donc on supprime un impôt, et moi je suis plutôt content de participer à un gouvernement qui supprime un impôt, parce que jusqu'à présent, c'est plutôt des gouvernements qui ont créé des impôts qui les ont augmentés, donc c'est une bonne nouvelle pour le contribuable. Puis c'est pas une mauvaise nouvelle pour le bloc communal, pour les élus locaux, parce qu'on va sauvegarder leurs moyens. Et je rappelle qu'en parallèle de cela, les dotations de l'État sont maintenues, puisque là où le gouvernement précédent, dans le quinquennat précédent, diminuait de manière autoritaire les dotations de l'État, nous on a décidé de les maintenir. Et enfin, une dernière question. Comment l'État aide les maires à redynamiser leur centre-ville ? Alors déjà, vous avez raison de parler d'aide, parce que ça reste avant tout une compétence municipale. Ce n'est pas le préfet qui peut décider d'aménager un centre-ville. On a déjà fait une première étape importante avec Cœur de Ville, qui est véritablement pour les villes moyennes. C'est important parce qu'on a fait beaucoup de choses pour les quartiers politiques de la ville. On se rappelle les dispositifs que Jean-Louis Borloo avait pu initier. Il y a eu pas mal de choses qui ont pu être faites sur les grandes villes, dans les grandes métropoles. Mais depuis pratiquement le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y avait pas eu de politique dédiée aux communes moyennes, véritablement les communes autour de 20-30 000 habitants, qui d'ailleurs sont souvent des sous-préfectures ou des préfectures, enfin pas tout le temps. Et là, bien sûr, on leur a apporté des moyens importants en matière de logement, parce que bien souvent, on s'est intéressé aux espaces publics, mais on a oublié que
les centres-villes étaient désertés par des logements vacants, voire même des logements insalubres. Donc ça, on a mis pas mal de moyens avec la Caisse des dépôts, avec l'ANA sur ces sujets. Des moyens importants en termes de revitalisation commerciale, parce que évidemment quand même, les poumons économiques des centres-villes sont souvent les artisans et les commerçants. Et puis accompagner les maires dans les différents projets urbains. Ça, c'est pour les communes moyennes. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire le dernier kilomètre pour les petites communes rurales. Et donc là, c'est Jacqueline Gouraud qui s'en occupe avec l'agenda rural. Mais évidemment, déjà, le déploiement du très haut débit, de toutes les évidences. On est en train de mettre tellement d'argent sur le très haut débit qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de réaliser le même effort qu'après-guerre lorsqu'on a électrifié le monde rural. Ça finit par passer inaperçu. Mais enfin, c'est quand même pas rien que de déployer la fibre dans tout le pays. Donc ça va être quelque chose d'important. Ce qu'on va faire autour des bars, des bistrots, des cafés, avec les licences 4, le fait d'avoir une politique qui permet de fixer les licences 4 dans les départements les plus ruraux, parce que souvent on raisonne toujours argent public, on a toujours un réflexe de puissance publique, mais on oublie bien souvent que sur la place d'un village, quand un bar fonctionne bien, c'est souvent là où on crée du lien social. Le troisième volet, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'en occupe, c'est avoir une véritable politique de vision claire sur la carte scolaire, parce que bien sûr, les écoles structurent aussi beaucoup nos villages. En tout cas, c'est intéressant de voir que culturellement, on passe d'une séquence de 20 ou 30 ans dans laquelle il n'y a pas eu de politique d'aménagement rural, à part des lotissements, qui d'ailleurs parfois ont constitué des promesses qui n'ont pas été tenues pour nos concitoyens qui vivent dans ces lotissements, à une véritable politique de revitalisation de centre-bourg. On fait attention au patrimoine, c'est aussi tout le sens de la mission de Stéphane Bern par ailleurs. Quand on reprend soin d'une église, d'un lavoir, d'un vieux manoir dans le centre d'une petite commune, on recrée aussi de l'attractivité pour l'ensemble de tout ça, et c'est sous le quinquennat du président de la République qu'on le fait. Bien, merci Sébastien Lecornu d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.